à Dubaï, je sais que si je tente quelque chose, même si ça marche pas, c'est pas grave, j'aurais tenté, mais il n'y aura pas eu, on va dire, de problème de fiscalité, paperasse, etc. En voyage, je trouve que les rencontres que je vais faire, ça va être des rencontres qui vont m'ouvrir les yeux sur la vie, et pas forcément en termes de business. Les pertes font partie intégrante du trading, c'est pas possible de toujours gagner. Bonjour à tous et bienvenue sur StartPod, la voix des entrepreneurs de demain. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir un trader expérimenté qui a validé plusieurs challenges propres firmes. Alors, il va nous partager un peu son expérience, son vécu, sa psychologie, sa vision et de comment il est passé de débutant à expert confirmé dans son domaine. Raouf, merci beaucoup d'avoir accepté Merci à l'invitation. toi. Je te laisse te présenter. Ok, du coup, moi je m'appelle Raouf, mon nom de scène entre guillemets c'est RM, et là ça va faire 4 ans que je vis totalement des propres firmes. J'ai commencé le trading de manière générale à 16 ans, j'ai commencé à m'informer un peu sur YouTube, un peu à droite à gauche, à récolter de l'information, ça n'a jamais été concret pendant la première année, et à partir de 17 ans, c'est là que j'ai connu les propres firmes, c'est là que je me suis lancé, c'est là que j'ai passé mes premiers challenges, que j'en ai échoué, etc. Et du coup, là, j'entame ma 4e année où j'en vis totalement. J'ai connu les propres firmes à leur prime, j'ai connu les propres firmes qui sont parties, d'autres qui sont revenus. J'ai vraiment tout vu, on va dire, dans le domaine des propres firmes. Et du coup, aujourd'hui, je suis enchanté d'être avec toi pour en parler. Incroyable, magnifique parcours. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu faisais avant? Est-ce que tu as fait des études? Est-ce que... Alors, moi, quand j'ai connu les propres firmes, j'étais au lycée. Bon, j'ai toujours été un élève, tu vois, dans la moyenne, quoi. J'ai jamais été excellent ou mauvais. Mais du coup, j'ai connu à ce moment-là, quand j'avais 16 ans, comme je t'ai dit. Et on va dire, à l'année du bac, je crois, c'est vraiment là que j'ai connu les propres firmes. Et au final, j'avais le dilemme entre le bac et les propres firmes. Du coup, à ce moment-là, j'ai décidé de privilégier quand même les études. J'ai fini mon bac. J'ai fait un bac, je pense qu'on est de la même génération. Maintenant, c'était spécialité. Ouais, j'ai fait spé maths et tout. Donc, il fallait vraiment que je me concentre pour l'avoir. Et ensuite, après le bac, j'ai fait une année d'école de commerce. Okay. Et pendant ce temps-là, en fait, je pense que les personnes qui connaissent les écoles de commerce savent que les charges de travail ne sont pas forcément les plus élevées dans les écoles de commerce. Donc, j'avais mon temps, entre guillemets, pour vraiment apprendre ma stratégie, peaufiner tout ça, faire du backtest, me lancer sur mes premiers challenges. Et à la finalité, à la fin de mon année scolaire dans mon école de commerce, en été 2022 exactement, j'ai validé mon premier challenge propre firme. C'était chez True Forex Centre, j'avais débloqué un 100K et à partir de là, en fait, moi j'avais déjà travaillé ma psycho, j'avais déjà mon plan, j'avais déjà ma stratégie. Je savais que si j'appliquais ça, je savais que là, ce compte 100K, c'était bien plus qu'un compte, c'était un outil de travail que j'avais débloqué, je voulais me consacrer à ça à 100%. Et du coup, j'ai vu mes parents, je leur ai expliqué que voilà, maintenant j'ai débloqué un compte à 100K, j'ai fait un petit payout de $2000, je leur ai montré que c'était possible. Et du coup, à partir de ce compte à 100K là, je me suis dit, allez, cette année, je me donne à fond. Mon but, c'est de scaler, de finir l'année à 300 000, 400 000 financés, j'avais cet objectif en tête. Et au final, j'ai continué, j'ai fait confiance au temps, j'ai eu une vision long terme. Et au final, les autres challenges que j'ai validés, et on va dire quand j'ai pu scaler mon capital propre firme, je l'ai pas forcément vu venir. Je l'ai vraiment fait avec le temps parce que j'ai alloué du temps à ça. Je me suis donné une année complète. Et du coup, je pense que c'est ça qui m'a sauvé, c'est que j'avais le temps, j'avais le cadre que j'avais chez mes parents, j'avais pas forcément de loyer à payer ou quoi. Donc je pouvais vraiment me focus à fond, j'ai pas de pression psychologique ou quoi, comme la plupart des gens ils peuvent avoir en trading malheureusement. Et du coup, ça a payé. Maintenant, ça fait 4 ans que j'en vis. Aujourd'hui, j'ai $800 000 financés à peu près partout. Magnifique. Et puis voilà. Magnifique. Du coup, tu as fait ça la première année quand tu étais en même temps en école de commerce et en même temps tu te formais du coup sur le trading. Exactement, c'est ça. En gros, j'avais entamé on va dire vraiment mon plan que je voulais adopter sur les propres firmes au début de l'année de mon école de commerce. Arrivé vers février, j'avais acheté mon premier challenge propre firme que j'ai échoué et courant mars, j'en ai pris un et je me suis dit bon allez, celui-là, je vais vraiment le valider et je me suis donné à fond et je l'ai validé franchement en juin. Donc ça a pris du temps pour le valider. J'ai beaucoup stagné. En fait, je suis passé par des phases compliquées où j'ai commencé à faire un peu d'overtrading. Je me suis remis en question. Et en fait, d'où le temps que ça m'a pris. Et une fois que je l'ai validé, c'était en été. L'été, j'ai fait un petit payout. Et à la rentrée, je me suis dit, bon, allez, je me donne une année à fond. Et je continue sur ça. Et surtout que moi, au début, quand j'ai commencé, c'était dans la phase où, je sais pas si tu as connu les propres firmes, tu vois, type MyForex Fund, etc. Ces propres firmes-là, elles sont parties à un moment. Donc, j'ai dû faire la transition. En fait, sur la première année, j'ai fini l'année à 400K. Après que
je sais plus c'était quand la période, mais c'était la fin d'année, c'était vers l'été, vers août, où il y a eu les clients américains, ils pouvaient plus être sur les propres firmes, il y en a plein qui sont partis, et MyForex Fund et tout. Je suis retombé à 200K, j'ai repris d'autres challenges, et cette année-là, je l'avais encore fini à 400K financé. Oh, magnifique. Et du coup, bah, depuis... Comment t'as vécu ça, du coup, parce qu'il y a plusieurs propres firmes, du coup, qui ont fermé également? Bah, moi, de tête, j'avais Funded Engineer qui était parti, MyForex Fund qui était parti, True Forex Fund un peu plus tard dans l'année, et en fait, je me suis retrouvé à moins 300K à peu près, et bon, ça m'a mis un petit coup sur le capital, mais je me suis dit, bon, allez, c'est pas grave, dans tous les cas, j'avais déjà fait mes payouts là-dessus. Oui. En fait, bah, moi, je vois un compte propre firme, enfin, moi, je vois les propres firmes même de manière générale, où tant qu'elles existent, moi, je vais utiliser cet effet de levier-là. Après, si ça vient à disparaître, enfin, une propre firme en particulier ou quoi, bah, je vais me tourner vers une autre. Mes compétences, elles ont pas changé. Ouais. Et je vais m'allouer un temps pour valider le challenge. Et puis, quand bah, je le valide, au final, bah, ça redevient un autre outil de travail et je le vois comme ça, plus sur le long terme. Ok. Et du coup, est-ce que tu t'es déjà lancé en perso avec ton capital propre? Alors non, jamais. Jamais. C'est un peu la particularité de mon parcours, c'est que quand j'ai connu le trading, bon, je pense que c'est comme tout le monde, via les influenceurs avec le copy trading, etc. Sauf que je pense que c'est le coup de la chance ou du hasard. J'ai eu un bon coup d'algorithme YouTube et je suis tombé sur une vidéo qui expliquait un peu l'arnaque liée derrière le copy trading, l'affiliation, etc. Je suis tombé dessus et au final, bah, ça m'a pas du tout donné envie d'investir parce qu'en fait, le mec dans la vidéo, c'était un anglais et j'avais mis en sous-titre français. Il disait qu'avec $500, bah, théoriquement, on ne pourrait jamais en vivre. Que ça allait nous pousser à overtrader, à vouloir toujours plus. Et c'est pour ça que la plupart des traders, ils perdent. Tu vois, 90% des traders, ils perdent. La plupart du temps, c'est dû à leur capital, à leur psycho aussi qui joue, mais c'est beaucoup le capital. On a envie de faire plus, on voit des résultats d'autres personnes, etc. Donc moi, je me suis pas lancé là-dessus. Et du coup, je faisais du trading, comme je te dis, la première année, ça n'a pas vraiment abouti parce que j'avais pas vraiment de but. Je savais qu'avec 500 €, je pouvais pas en vivre. Je le faisais plus par passion. Et à la fin de cette année-là, du coup, bah, j'ai découvert les propres firmes. Et c'est vraiment de là que c'est parti. Et même pour la petite anecdote, quand j'ai découvert les propres firmes, j'avais rejoint le groupe Discord de FTMO. En gros, ils ont un petit groupe Discord. Et au début, bah, j'étais réticent, j'y croyais pas trop. Et il y avait quelqu'un dans le live chat qui parlait, qui disait qu'il allait avoir son payout, son premier payout dans les prochains jours. Du coup, je lui parlais en privé un peu. Et quand il a reçu le payout, il m'a montré toutes les preuves qu'il l'avait reçu. Et à partir de là, je me suis dit, bon, allez. Tu t'es mis en confiance. Je me suis mis en confiance. Je me suis dit, bon, allez, si lui, il l'a fait, je peux le faire. Carrément. Je me mets à fond. Et puis voilà. Comment tu t'es formé du coup au trading? Alors moi comment je me suis formé, moi j'ai jamais vraiment suivi de formateur, c'est-à-dire que j'ai beaucoup cherché sur YouTube déjà les bases. Et ensuite, pour peaufiner ma stratégie, j'ai fait un mix d'une stratégie que j'avais bien aimée, qu'on appelle l'OPR. Et en plus de ça, j'ai imbriqué d'autres concepts dedans. Okay. Donc voilà, j'ai toujours gardé la même stratégie. J'ai juste peaufiné au fil du temps. Et je suis allé vers une stratégie pas la plus complexe du monde, mais vers une stratégie dans laquelle je suis à l'aise, où les setups reviennent souvent, où j'ai mes propres habitudes. Comme ça, déjà, psychologiquement, c'est beaucoup plus simple, on va dire, de respecter un plan là-dessus, plutôt qu'à laisser s'éparpiller à tester 1 million de stratégies. Donc j'avais déjà ma stratégie dès la première année. Et du coup, bah, depuis 3-4 ans, c'est la même. C'est magnifique parce que du coup, beaucoup de traders, je pense, testent énormément de stratégies, des SMC, ICT, enfin plein de choses. Exactement. Et en fait, ils tournent un peu en rond. Ils n'ont pas forcément leur propre stratégie à eux, qu'ils élaborent et qu'ils vont justement poursuivre au fur et à mesure des années. Du coup, donc toi, comme tu dis, tu as trouvé ta stratégie, tu l'as gardée et tu la refaçonnes encore à l'heure d'aujourd'hui. C'est ça. En gros, bah, j'imbrique quelques concepts en plus. Là, par exemple, on arrive sur un contexte de marché au moment où on fait le podcast, où il y a beaucoup de volatilité. Du coup, bah, j'adapte mes stop-loss. Je mets des stop-loss plus larges que, par exemple, il y a 2 ans, parce que je trade les indices américains. Et du coup, je m'adapte au fur et à mesure, mais sans trop changer la structure de base de ma stratégie. Ok. Et du coup, tu sais, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, il y a énormément de vendeurs de rêves. Et toi, en plus, dans ta bio Insta, c'est marqué « Je vends rien ». Ouais, c'est ça. Rien à vendre, rien à promouvoir. Exactement. Et qu'est-ce qui, justement, te différencie de ces personnes-là qui veulent vendre du rêve, vendre de l'affiliation, vendre en fait, je pense ce qui différencie, c'est que moi, j'ai fait le cheminement inverse. C'est-à-dire, je me suis intéressé au trading avant d'avoir peut-être une communauté ou quoi. Ces gens-là, malheureusement, ils ont vu le trading comme un échappatoire pour vendre des services. Je dis toujours, si ça aurait été autre chose que le trading, c'est le fonds de commerce. On va dire, là où vraiment ces gens-là gagnent, c'est sur l'affiliation, tout le monde le sait. Quand quelqu'un dépose 500 € sur le broker, cette personne-là va toucher 500 €. Du coup, ça fait vraiment des chiffres qui sont astronomiques. Du coup, pour appâter les gens, ils sont obligés de montrer de faux résultats, de montrer un lifestyle, etc. Et malheureusement, il y a toujours des personnes qui y croient. Mais je pense que là, les temps, ils sont en train un peu de changer. Je pense que ça prend
un autre tournant, il commence à comprendre que l'aspect du trading est beaucoup plus sérieux que ça. Bien C'est pas sûr. quelqu'un au bord de sa piscine qui peut te faire un fois 10 sur C'est ton ça, capital. ouais, je suis d'accord. Donc je pense que voilà, on arrive sur un nouveau tournant là, en ce moment. Et je pense que on s'est tous déjà fait scam une fois. Moi, le premier, je me suis Mhm. déjà fait scam par, bon, je vais pas citer des noms, etc. Mais c'est vrai que j'ai déposé 500 euros et je les ai pas revus, en fait. Parce que justement, c'est des signaux de copy trading sur C'est des ça. télégrammes, etc. Et c'est vrai que énormément de gens tombent dans ce panneau, même actuellement, même si maintenant ça se démocratise, Ouais, etc. en Et fait, c'est que, toujours la vague la plus jeune. Maintenant, ça va être les 18 ans c'est ça, qui ont 18 ans cette année. tout à Et fait. dans un an, 2 ans, ils prendront conscience que ils C'est vont se ça. renseigner sur le vrai Ouais, trading. ouais, ouais. Et voilà, c'est toujours ce cheminement-là, Ouais, généralement. ouais, ouais, c'est clair. Toi, tu t'es fait scam un peu ou pas? Moi, franchement, jamais. En fait, j'ai jamais rejoint de groupe de copy trading. Comme je t'ai dit, je suis tombé vraiment sur cette Ouais, vidéo. C'était vraiment de la magnifique. chance, je pense. Mais je suis jamais tombé dans un groupe de copy, jamais déposé sur broker. Et voilà, donc je suis directement tourné vers les propres firmes. Et je pense que c'est ce qui m'a sauvé. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et du coup, sur Instagram, je pense que tu suis effectivement des gens qui font ce genre Mhm. de scénario un peu lifestyle, un peu ouais, je suis à Dubaï, je suis là. Toi, du coup, tu vis à Dubaï, c'est Ouais, ça? c'est ça. Donc ça fait combien de temps à peu près? Moi, ça fait 2 ans que je vais à Dubaï. 2 ans. Comment ça s'est passé du coup cette transition entre la France, Dubaï, etc. En C'est... gros, comment ça s'est passé? Je vivais déjà de mon trading, c'est-à-dire que ça faisait peut-être 2 ans que j'étais constant sur mes résultats. Mhm. Avant de partir à Dubaï, j'avais 500 000 dollars financés. Donc j'étais confiant en ce que je faisais au niveau du trading, mais je savais qu'il me fallait un plus. Je voulais faire quelque chose en plus de mes journées. Parce que, bon, le mythe du trader qui est derrière les écrans toute la journée, Oui. tu vois, c'est faux. Moi, je sais que j'ai beaucoup de temps libre dans ma journée. Je trade généralement à 15h30 heure française. Mhm. Et du coup, à Dubaï, 15h30, ça tombait à 18h30 Ok. généralement. Donc j'avais toute la journée pour faire quelque chose. Et du coup, je suis allé à Dubaï la première année pour essayer de faire un business physique sur lequel je pourrais m'occuper la journée. Et Mhm. l'après-midi, quand je rentre, dans tous les cas, j'ai ma petite routine, Oui, j'ai tes ma petite session possessions. américaine qui m'attend, tu vois. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai créé mon agence de location Ok. la première année quand je suis arrivé. Et puis voilà, maintenant, ça me permet d'occuper mes journées. J'ai 2 revenus. Et mon but, voilà, c'est d'augmenter mes revenus parce que quoi qu'on dise à Dubaï, malgré la mauvaise image que ça a, c'est un endroit où on peut vraiment faire de bonnes rencontres. Mhm. On peut vraiment passer de rien à tout parce qu'on a fait la bonne rencontre au bon moment. Il y a Ouais, tout le monde qui est là pour faire des rencontres au niveau du business. tout à fait. Donc, tu peux évoluer 10 fois plus vite que si tu étais seul dans ta chambre Ouais, à c'est faire clair. du trading, tu vois. C'est clair. On voit souvent du coup l'importance du réseau et du coup t'en parles. Le fait est d'avoir un bon réseau, un bon entourage et est-ce que ça t'a permis justement d'aller chercher un peu des plus hauts? Est-ce que les relations que t'as pu créer du coup dans des meetings, dans des coworking ou même dans des bars, que sais-je, est-ce que justement ça t'a permis d'aller plus haut? Ouais, bien sûr, Ouais. bien sûr, bien sûr. Pas forcément au niveau de mon trading parce que bon, je pense qu'un trader propre, il n'a pas forcément besoin de quelqu'un d'autre pour en vivre ou pour scaler. Mhm. Mais ça m'a aidé pour développer d'autres business que je connaissais pas. Par exemple, mon agence de location de voitures. J'ai fait un peu aussi d'aide au marketing aux entreprises, etc. Donc j'ai un peu essayé de toucher à tout. Là, pour l'instant, on va dire mes 2 gros business, c'est vraiment mes comptes propres firmes et l'agence de location de voitures. Et du coup, je pense que oui, ça a beaucoup aidé, le Ok. networking. Incroyable. Quand tu dis des comptes financés, Mhm. est-ce que tu peux expliquer un peu aux Ok, des gens qui comptes nous regardent financés. ça parce que... Ok, ouais. En gros, les propres firmes, c'est des entreprises qui vont vous débloquer du capital. Par contre, pour qu'ils vous le débloquent, il faut avoir les compétences pour. Mhm. Donc, ils vont vous mettre un examen. Généralement, l'examen, il faut faire 8% sur la première phase, 5% sur la deuxième phase. Et bien sûr, tu as des contraintes. Ne pas perdre 5% à la journée, Tout à fait. 10% au total. On va dire, quand c'est dit comme ça paraît simple. Mhm. Mais au final, il faut vraiment une gestion. Faut déjà gérer son capital. Il y a une gestion de risque à avoir. Il y a une gestion des émotions. Il y a des compétences à avoir. Et en fait, tout ça, ça s'englobe dans l'examen. Et une fois que vous avez validé l'examen, vous avez du coup un compte financé, vous Mhm. devenez funded trader et du coup avec ce capital-là, vous prenez 80% des bénéfices que vous générez, la propre firme 20 et du coup elle, la propre firme, comment elle se rémunère? Généralement, elle se rémunère en copiant déjà les meilleurs trades sur leurs fonds propres Mhm. et en parallèle de ça, ils se rémunèrent du coup avec les challenges qui sont échoués malheureusement parce que la plupart des gens n'abordent pas le challenge propre firme de la bonne manière. C'est Donc ça. voilà. En plus, justement, du coup, sur Insta, t'affiches Ouais. donc tes certifications, etc. Et tu laisses les gens scanner le code QR. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de Ouais. personnes qui laissent pas scanner pour des Ouais. raisons, Bien sûr. dont j'ai enterré les raisons, mais oui, en gros, je laisse les gens scanner pour du coup prouver que c'est vraiment des vrais codes QR Et que et c'est crédible, quoi. c'est ça, et que c'est crédible, et puis voilà. Bien sûr, bien sûr. Et,
Comment tu fais pour garder du coup la tête froide? Imaginons quand un marché est en baisse, en Mhm. drawdown ou que sais-je, comment tu fais justement pour pas pallier à ça et justement garder cette tête neutre? Bah, j'ai plusieurs petits tips. Bah, déjà, là, par exemple, en ce moment, on fait la vidéo, on est au mois de décembre. Le marché est dans une période compliquée. Mhm. Il y a eu le shutdown aux États-Unis, etc. Donc, moi, ce que je fais comme c'est comme ça, bah, je me retire du marché tout simplement Ok, pendant une période de quelques semaines et ok. je reviens. En fait, moi, quand je regarde mes stats, je les regarde à l'année. Je Mhm. regarde jamais au mois ou à Bien la sûr. semaine. Je regarde tout le temps à l'année et bah, du coup ça me permet d'avoir une vision long terme. Je sais que ok ce mois-là peut-être je suis ABE, tu vois, j'ai rien envoyé, j'ai rien fait, mais je sais que à la fin de l'année je serai rentable. Et Ouais. du coup c'est cette vision-là qui me permet Mhm. déjà d'être serein sur les périodes compliquées. Et en parallèle de ça, quand par exemple j'ai une série de pertes, parce que ça arrive à tout le monde, n'importe quel trader, tu Tout vois, à ça fait. arrive malheureusement sur les réseaux, ça a toujours été romancé, mais les séries de pertes ça arrive même aux meilleurs. Et du coup pendant les séries de pertes, ce que je fais c'est que je prends un petit compte à 10K, le challenge il coûte 80 $. Oui. Et tous les trades de revanche que j'ai envie d'envoyer, tous les mauvais trades que c'est ou psychologiquement c'était vraiment que pour du revenge trade, bah, je les envoie sur ce compte-là. Et Ok. du coup, je risque pas mes gros capitaux Ah, en tu compte prends ta financier. revanche C'est ça, je directement prends sur les. dessus. Dès que je prends un petit stop loss, j'ai envie de relancer un trade, ça me démange. Bon, allez, je prends le compte à 10K, il coûte 80 $. Si je le perds, Oui, c'est pas grave. c'est pas grave, ouais, bien Et sûr. puis voilà. Bien sûr. Ça demande, je pense, une bonne discipline en vrai d'être C'est trader, sûr. tu Par vois. contre, il faut vraiment être discipliné, Ouais, il faut bien se connaître. En fait, je ouais, pense que c'est la connaissance de soi-même qui va nous faire passer un cap déjà psychologiquement. Parce que si on connaît nos faiblesses, on sait ce qu'il faut corriger. Et si on les corrige, techniquement, on va épurer notre trading. Il va rester que nous, bah, les maths, la logique bien mathématique sûr. et bah, nos analyses techniques. C'est vrai que psychologiquement, ça doit être très difficile pour un trader débutant. Là, je Mhm, parle c'est vraiment d'un surtout trader ça. débutant qui vient de se lancer et justement qui voit un peu son argent dégringoler et qui voit que des pertes. Et donc, il se dit, bah, je vais essayer de faire plus, plus, C'est plus. ça, Et c'est exactement. là où justement on rentre dans cet effet boule de neige et négatif. C'est ça. Donc, c'est vrai que beaucoup de personnes tombent justement dans ça. Toi, justement, ça t'est pas arrivé justement Non. de... Parce qu'en fait, la plupart des gens qui tombent dans ça, bah, malheureusement, c'est sur les brokers, tu vois. C'est Ouais, sur les personnes qui vont déposer 500 euros. Elles vont avoir de l'espoir parce qu'en vrai, 500 euros, ça reste une somme pour une tout à personne fait. qui travaille dans un taf, on va dire, lambda. Ça reste une somme. Et du coup, on va dire, elle surestime ce qu'elle a investi. Sauf qu'avec 500 euros, bah, mathématiquement, c'est pas forcément possible de faire de grandes choses, à part si on overtrade ou qu'on vraiment fait du gambling comme si on était au casino. Ouais. Mais sinon, bah, malheureusement, je pense que c'est à cause de la somme investie que les gens, du coup, ils idéalisent trop ce qu'ils ont déposé, ce qu'ils Mm, voient en mm, plus, mm. ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, quand il y a des influx voleurs qui montrent Hmm. des faux comptes Bah démo oui, avec bien des sûr. centaines de milliers d'euros à la journée, et vous dire, ah ouais, mais avec mes 500 euros, moi je suis tellement loin, et au Hmm. final, ça les pousse à cramer, tu vois. Ouais. Alors qu'en propre firme, moi, ce qui m'a aidé, c'est que direct, ça t'impose un cadre. Si tu prends un challenge à 100K, certes, tu as payé 500 $, mais pour perdre le compte à 100K, il faut que tu perdes 10 000 $ au total. Mhm. Faut que tu prennes ton temps, tu as envie de valider le challenge. Donc, déjà, au niveau du temps, ça l'élargit grandement Hmm, hmm, sur hmm. ta perte de ce capital-là de 500 $. Bien Surtout si sûr. tu l'abordes de manière professionnelle, quoi. T'en as cramé plusieurs des comptes Franchement, Profirme? pas tant que ça. Franchement, le premier, j'en ai cramé, je pense, un. Juste un. Un compte challenge propre avant de valider le premier. Magnifique. Franchement, c'est parce que je me suis beaucoup entraîné en démo Ouais. sur les comptes free trial de FTMO. Je m'entraînais beaucoup dessus. Mhm. En fait, quand j'ai cramé le premier, je voulais en fait savoir d'où ça venait. Ouais. Du coup, je faisais du backtest en démo. Je me dis, bon, allez, tant qu'à faire, autant continuer en démo jusqu'à Mhm. que j'en valide un ou deux. Et dès que j'ai confiance en ma stratégie, en mon plan, je prends le temps qu'il faut pour le valider. Mais souvent, une stratégie, ça s'élabore pas en 2, 3 jours. C'est ça, C'est vraiment exactement. sur le long terme et tu vas justement ajuster. C'est ça. Et actuellement, tu ajustes encore cette stratégie? Franchement, plus Ou trop. elle est plutôt Mais vraiment... je traque toujours mes performances. C'est-à-dire que je tiens toujours un journal de trading. Je note toujours les trades que je prends la journée. Je note sur quoi je suis rentré, etc. Je trouve que c'est important de traquer. Mhm. Même si on en vit depuis longtemps, c'est important. Bien sûr. Mais oui, je disais du coup pour en termes de crédibilité, Mhm. tu vois, sur les réseaux, etc. C'est vrai que toi, t'es une personne qui montre ce que tu fais et t'as pas peur de le montrer, tu vois, t'as confiance en ce que tu montres, t'as confiance, et c'est justement là où je veux rebondir, c'est sur le fait est que beaucoup de personnes montrent des comptes démo et qui sont pseudo-validés, etc., avec énormément d'argent. En fin de compte, c'est faux, tout est faux. Et c'est là où vraiment, bah, ça m'a vraiment interpellé, et c'est ce pourquoi je t'ai invité, c'est vraiment parce que t'étais authentique, et c'est ça qui fait que bah, c'est moins rêveur,
mais au moins c'est authentique et c'est clair, net et précis, tu vois. C'est ça. Donc, non, c'est vraiment. C'est quoi la différence entre le trading Instagram Mhm. et le trading vraiment pur et dur, métier, travail, discipline, acharnement, etc. Bah, le trading Instagram, il est beaucoup romancé. Déjà, le trading Instagram, il va vendre le mythe qu'on peut trader vraiment de n'importe où à Mm, n'importe quel moment. mm. Sauf que ça, c'est faux. Faut être en condition pour trader. Là, par exemple, je suis en France, pas pour les fêtes de fin d'année. Je sais que si j'ai pas mon setup, j'ai pas mes écrans, je vais pas pouvoir trader Tu sur mon trades en France téléphone quand comme même? ça. Beaucoup moins. Beaucoup Là, moins. si je suis pas chez moi et j'ai pas mon petit setup, je sais que je vais pas être à l'aise à trader. Et en fait, justement, le trading d'Instagram, il vend beaucoup la liberté financière, Mm, géographique. mm. Donc, logiquement, on va avoir des personnes au beach club avec des écrans de téléphone en train de trader comme si c'était aussi simple que ça. Sauf que ça, déjà, c'est le premier mythe. Le second mythe, bah, c'est les pertes. On ne montre jamais de pertes sur Instagram, Ouais, comme si c'était tabou, ouais, comme si ça faisait pas partie du trading. Alors que, on va dire, les pertes font partie intégrante du trading. C'est pas possible tout de à fait. toujours gagner. C'est juste des mathématiques. On gagne plus que ce qu'on perd. Et même si on gagne autant ce qu'on perd, bah, quand on prend une position, on gagne 2 fois plus notre risque. On prend des risques reward de 2 par exemple. Risk reward, pour expliquer un peu aux personnes qui nous écoutent, c'est combien de fois je gagne mon risque par rapport à un trade. Si sur un compte je risque $500, Mhm, dans mon plan, dans mes règles, bah, je dois aller chercher $1000. tout à Donc fait. chaque perte se fera moins ressentir qu'un gain. Et au final, juste mathématiquement, quand ça a du sens, ça le fait. Donc les pertes, c'est pas forcément quelque chose de tabou en trading, ça fait Ça fait partie du partie jeu. du C'est processus. ça, exactement. Qu'est-ce que ta famille, du coup, en a pensé par rapport à ça? Je sais que c'est une question, bon, que je pose pas très souvent, mais c'est Mhm. vrai que d'avoir le retour de sa famille, parce que du coup, t'as quitté, entre guillemets, l'école, même si t'as validé quand même un baccalauréat, euh, qu'est-ce qu'ils en ont pensé Bah, en concrètement? fait, au début, c'était beaucoup abstrait, c'est-à-dire que ils pensaient pas que c'était possible. Hmm. Même quand je leur ai montré le petit payout que je t'ai dit là de $2000 sur mon premier compte financé, en fait, pour eux, c'était pas viable, c'était pas une voie qui était viable pour eux. Et même à l'heure actuelle, tu vois, si j'avais pas montré que c'était possible, j'avais pas montré que c'était un vrai travail, Hmm. parce qu'en fait, ils le voient que j'ai une routine par rapport à ça. Ils savent qu'à 15h30, ils peuvent pas m'appeler, que je suis vraiment face aux écrans. Mhm. Ils savent que le matin, j'analyse. Ils savent qu'il y a une hygiène de vie derrière, que j'ai Ouais. vraiment une routine par rapport à ça. Donc, il a vraiment apparenté à un métier avec le temps. Mais c'est Mhm. vrai qu'au début, quand je leur parle de trading, je leur dis qu'avec un ordinateur, je vais pouvoir en vivre, qu'il y a des comptes financés à $100 000. Wow, Tu vois, c'est wow, mais qu'est-ce qu'il nous qu'est-ce qu'ils me raconte? racontent? Carrément. Et du coup, donc, je pense qu'ils sont fiers de toi, Bah tes ouais, parents, ta famille, etc. ouais, franchement, Mais c'est vrai que ça a été compliqué au début, je pense, bah, pour convaincre essentiellement un peu la famille, bah, de dire, bah écoutez, bah là je vais potentiellement m'installer sur Dubaï, etc. Mhm. Comment ils l'ont pris du coup? Bah en fait, au début, c'est en vrai la période où ils ont vraiment été le plus réticents, c'est quand je leur ai dit que je vais faire une pause de 1 an par rapport aux études Hmm. pour me concentrer dessus. Ouais. Pour eux, c'était vraiment pas viable. Et du coup, c'était vraiment cette période-là. Après, Dubaï, c'est venu après, du coup, le fait que bah, ça faisait déjà 2 ans que j'en vivais. Ils Mhm. voyaient que tu vois, le train de vie il avait augmenté quand même considérablement. Je partais en voyage, je pouvais leur faire des cadeaux. Ils voyaient qu'il y avait un train de vie qui augmentait. Et du coup, Dubaï, c'était un peu la suite logique. Surtout Mhm. quand je leur expliquais que je partais pas là-bas juste pour reproduire ce que je faisais ici. Je partais là-bas vraiment pour vraiment évoluer, networker, faire un autre business. Et puis voilà. Comment t'as connu Dubaï? Hum, je suis déjà parti en vacances, j'étais parti peut-être 3 ou 4 fois. Mhm. Et j'avais des amis là-bas. Ouais. Et je pense que ça a été juste un choix logique, Oui, un bien choix de sûr. cœur aussi. Parce qu'en fait, dès que je retourne en France, je retourne, on va dire, dans une routine que j'aimais pas, je me sentais moins libre en fait. Je Hmm. me sentais moins libre. Je me suis dit qu'à Dubaï, en vrai, déjà, j'avais la session américaine, comme je t'ai dit, à 18h30. Donc j'avais tout le temps qui était libre Oui, pour moi. c'était Il y libre. a, il y a l'aspect aussi sécurité. Hmm. C'est ça ce que j'aimais bien aussi à Dubaï, l'aspect entrepreneuriat qui est toujours présent dans la ville. Et surtout, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment motivé à y aller, bah, c'est l'aspect motivation, quoi. Tu vois Ouais. toujours des personnes toujours plus, des jeunes qui ont des Lamborghini, et franchement c'est motivant. Ouais, Donc, comme on dit, en vrai, t'es la somme des personnes que tu fréquentes. exactement. Et d'ailleurs, tes amis, toi, du coup, de France, Mhm. est-ce qu'ils t'ont suivi dans ce Ah, que... franchement, pas du tout. En ami en France, franchement, j'en ai gardé que un. Ah ouais. C'est ça, malheureusement. Mais je pense que c'est juste je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais c'est juste les chemins de la vie. C'est-à-dire que quand tu tournes vers une voie qui est l'entrepreneuriat, etc., ça Mm, filtre mm, mm. grandement. Carrément. Ça fait beaucoup de filtres entre les personnes qui vont pas croire en toi, les personnes qui, justement, vont pas te suivre dès le départ parce qu'ils Mm. vont penser que c'est pas viable, comme la plupart des gens, quand tu te lances en entrepreneuriat. Et au final, je trouve que ça fait un filtre, justement, qui est nécessaire.
Tout à fait. Et puis je pense que énormément de potes à toi et tout, ils t'ont dit ouais, je sais pas si c'est la meilleure des Ouais, ouais, solutions. Enfin, plein exactement, de bien pensées sûr. limitantes. Et toi, en fait, t'avais déjà cette vision, t'avais déjà cet objectif en tête. Et tu t'es dit en vrai, genre tout ce qu'ils racontent, c'est forcément du bullshit. Et en vrai, genre Exactement. j'y crois même pas et je vais pas leur apporter de l'attention. En vrai, je pense. C'est ça, c'est C'est un peu, exactement ouais, ça. c'est un peu ce que En tu gros, t'es moi, dit. je savais déjà ce que je voulais faire, je savais que c'était possible. Tu vois, par exemple, quelqu'un que tu vas lui parler du trading dans la rue, il va apparenter ça à du scam, au Hmm. copy trading, à tout ce qu'il voit sur les réseaux, sur TikTok, etc. J'allais pas leur expliquer qu'est-ce que FTMO. Je parlais à Oui, quelqu'un sur Discord, il m'a montré que c'était vrai. carrément. Tu vois, donc je savais ce que je voulais, j'avais déjà mon plan dans la tête, je savais déjà ce que je voulais faire. Et au final, bah, je pense que dans n'importe quel domaine, il faut juste croire en soi, quoi. Ouais. On dit souvent que le trading, c'est une activité où t'es souvent seul. C'est vrai, C'est vrai? c'est vrai. C'est-à-dire que toi, t'es devant ton graphique, t'analyses, etc. Et est-ce que t'es sur un appel avec des amis En ou pas fait, forcément? moi, franchement, quand je suis en session, je suis super détendu. Ouais. C'est-à-dire que j'analyse le matin pour l'après-midi. Du coup, Mhm. c'est à 18h30 que je traite la session américaine heure Dubaï. Du coup, le matin, je prépare mes analyses. Je sais quelle zone j'attends, quel setup clé j'attendrai. Et du coup, quand la session elle se présente, ok, je mets mes alertes, je suis devant les graphes. Et généralement, je fais autre chose. Tu vois. Soit Ok. je scrolle un peu, je vais sur mon ordinateur. Et Ouais. après, dès qu'il y a l'alerte qui sonne, je me mets en position. Je sais ce que j'attends. Je reconfirme si j'ai vraiment mes 3 confirmations. Et après, je rentre, quoi. Ok. Tu dis que tes parents ou ta famille et tout, ils t'appellent pas du coup dès que t'es en session. C'est-à-dire que tu Moi, mets ton j'essaie d'être téléphone en focus. mode avion et... J'essaie d'être focus un maximum, Ouais. même si je reste un peu sur mon téléphone et tout, mais j'essaie le moins d'être en appel, etc. Parce que ça me pourrait, on va dire, me déconcentrer Mm. sur tout ce que je fais. Et étant donné que bah, du coup, derrière, j'ai beaucoup de comptes à gérer en même temps, Ouais. faut vraiment pas faire de boulettes quand on envoie la Bien sûr. position. Bien sûr. Et puis voilà. Et pour expliquer un peu Mhm. aux spectateurs, du coup, donc le trading, il y a du scaling, il y a du day trading, il y a Mhm. enfin, il y a plein de sortes. Oui, il y Toi, a tu plein de fais quoi à sortes. peu Moi, près? je fais ce qui s'apparenterait à de l'intrascalp, c'est-à-dire que je vais attendre des zones en plus haute unité de temps. Par exemple, pour ceux qui connaissent en A4 heures, en H1, tu vois, Mhm. je vais avoir mes zones. Et ensuite, je vais rentrer sur du 5 minutes ou du 15 minutes. Ok, Et généralement, mes positions, une fois que j'entre en position, elle va durer entre 15 minutes et vraiment 1 heure et demie au maximum. ok. Et généralement, ça se passe comme ça. Et tu prends combien de trades à peu près par jour? Franchement, Juste un? juste un. En fait, vu que je trade les 3 indices américains, je trade le S&P 500, le Nasdaq et le Dow Jones, Mhm. les trois, ils sont assez corrélés. Donc au final, quand il y a un setup qui se présente sur un des trois, je sais que c'est le setup de la session. J'ai privilégié celui Oui, qui m'offre je sais pas, un meilleur taux de réussite ou un meilleur risk-reward et je vais rentrer. Généralement, ça se passe comme ça tout le temps. ok. Et pourquoi du coup la session US et pourquoi pas la session de Londres ou pourquoi pas la session Parce qu'en asiatique? fait, la stratégie sur laquelle je me suis penché au début, elle marchait uniquement sur les indices. Hmm. Et du coup, j'avais le choix entre les indices européens et les indices américains. Les Ok, indices américains, ils ont plus de volatilité. C'est le marché américain, c'est les grandes banques, c'est les grandes institutions. Donc, généralement, je préférais les configurations de marché pardon, l'après-midi. Et du coup, c'est pour ça que je me suis tourné sur la session américaine. ok. Du coup, dans ta stratégie, toi, c'est ce qui te convient le mieux et Exactement. même en termes d'horaire, du coup, comme tu dis, Surtout en termes d'horaire. C'est 18h30 ça. quand t'es sur Dubaï, comme ça, t'as toute la journée pour faire ce que tu veux. Du coup, tu dis que t'as lancé une agence de location, c'est ça? C'est ça. Donc, raconte-moi un peu ta day routine, un peu Bah, en fait, quelle heure tu te lèves, quelle en heure tu te gros, couches. pour t'expliquer une journée type à Dubaï, je me lève aux alentours de 10 heures, vu qu'on a 3 heures Ouais, de de décalage par décalage. rapport à la France. Donc ça, c'est pas mal. Je peux me lever un peu tard. Je me lève à 10 heures, je fais tout ce qu'il y a à faire le matin, petit-déj, douche, etc. Et vers 11 heures, je fais mes analyses pour l'après-midi. Ok, C'est-à-dire que j'identifie mes zones, je sais ce que je vais attendre. J'analyse mes 3 indices pour l'après-midi. Et généralement, je sors, je vais manger un bout à midi. Et l'après-midi, je fais mes petites vidéos pour mon agence de location. Et je ok. rentre à 18h30 et j'enchaîne. Magnifique. C'est souvent comme ça. En vrai, t'es libre, C'est ça, je suis libre. finalement. Ouais, bien sûr, t'as pas de contraintes, C'est ça. t'as pas de... C'est magnifique. Et je pense que Dubaï, c'est aussi, du coup, cette partie un peu liberté, cette Exactement. partie, comme je dis, du coup, entrepreneur, t'as beaucoup plus de contacts, etc. là-bas, sur place. Et comme je dis, t'as un ami en France. Enfin, bon, j'exagère peut-être, je pense que t'as plein de connaissances en France, mais... Mhm. et comment ça se passe, du coup? Tu voyages beaucoup? Beaucoup moins depuis que je suis installé à Dubaï. Ouais. Mais avant, je voyageais pas mal. En gros, pas moi, dans mon trading, je vais pas trader généralement les 2 dernières semaines de décembre. Donc, je voyage pendant Ok. ce temps-là. Et après, sinon, vers fin mai, juin, j'arrête mon année et je pars en vacances généralement. Ok, ah ouais, donc c'est pas une année complète que C'est tu pas fais une du année coup en complète, trading, non. ouais, Généralement, il y a juin, quelques coupures. juillet, août, j'arrête. Et 2 semaines en décembre. Ok, et quels ont été tes voyages, toi, qui t'ont le plus Moi, marqué en termes franchement, de culture, en termes franchement, j'en de... ai fait pas mal des voyages.
Un voyage récemment que j'ai fait, que j'ai bien aimé, c'était Oman. C'est juste à côté de Dubaï, des Émirats. C'est Ok. un pays où, franchement, je l'ai trouvé super complet. J'en ai fait pas mal des pays, mais lui, franchement, j'ai trouvé qu'il y avait la culture, il y avait les beaux paysages, il y avait l'eau turquoise, il y avait la nourriture, il y avait tout combiné. Ouais. Et franchement, j'ai bien aimé. Et sinon, franchement, un voyage que j'ai aussi bien aimé, que je mettrais, on va dire, à la même échelle, ce serait Zanzibar, je pense. Zanzibar? Zanzibar, c'était pas Ouais, mal. ouais, ouais, je pense que c'est un beau coin paradisiaque. Ouais, ouais, c'est pas mal. Même, je pense que la culture là-bas, elle est assez, Ouais, ouais, franchement, assez cool. Les gens sont accueillants, je c'est ça. pense. Ok. Et est-ce qu'il y a certainement des rencontres que t'aies pu avoir Mhm. lors de tes voyages, etc. Est-ce que ce genre de rencontres sont actuellement encore dans ton cercle ou En pas du fait, tout? en voyage, je trouve que les rencontres que je vais faire, ça va être des rencontres qui vont m'ouvrir les yeux sur la vie, Ok. mais pas forcément en termes de business. Par exemple, quand je vais en voyage à Zanzibar et quand je rencontre un guide qui m'explique que bah, il fait ça pour nourrir sa fille, etc., Hmm. qui est Ouais. malade, en fait, ça m'ouvre les yeux sur... En fait, on a de la chance, on est né en France, et bah, en fait, dans le monde, il y a des gens qui galèrent. Ouais. Et justement, c'est cet aspect-là du voyage que moi, j'aime bien garder, c'est, on va dire, les leçons que je retire des voyages généralement. Du coup, c'est plus des rencontres qui sont comme ça que je garde, Ouais. bien sûr, mais pas forcément de business. Ouais, pas Business, trop c'est business? vraiment tout souvent à Dubaï. Ok. Ouais, Très souvent à Dubaï. ouais, ouais. C'est là où Mais justement t'as c'est ça. le plus gros de réseau. Enfin, Exactement. ok. Et concernant ça, du coup, on n'a pas parlé un peu de fiscalité. Mhm. Tu sais, Dubaï, le zéro impôt, etc. Ça t'aide aussi, du coup, Ouais, pour bien développer sûr. tout ça? Bien sûr, ça aide. Et bah, surtout pour développer d'autres business, ça donne envie. En Hmm. gros, par exemple, une agence de location de voiture ici, si je me renseigne un minimum, je sais que ça va être minimum 40% d'impôt, Ouais. tu vois, dessus. Mais à Dubaï, je sais que bah, si je tente quelque chose, même si ça marche pas, bah, c'est pas grave, j'aurais tenté, mais il n'y aurait pas eu, on va dire, de problème de fiscalité, de Hmm. paperasse, etc. Tout est fait plus simplement. Et puis Hmm. même au niveau du trading, en France, j'arrivais un peu à un stade où tu vois, je contournais un petit peu en crypto, etc. Et je savais que ça allait pas durer Ouais, indéfiniment. bien sûr. Donc on va dire Dubaï aussi, c'était aussi logique par rapport à ça. C'est difficile de s'installer sur Dubaï ou pas? Franchement, tout dépend. Moi, ce qui m'a sauvé encore une fois, c'est que bah, j'avais des personnes sur place. Mhm. Mais Dubaï, c'est un monde de requins. On va dire quand tu vas t'installer et quand tu vas vouloir acheter des biens, etc. Il y a beaucoup de personnes qui veulent te vendre des services. Par exemple, Hmm. une société, ça coûte 4000 $ ouvrir avec un associé. Ok. Si tu vas à Dubaï, je peux te promettre que là, ils vont te la proposer à 10 000. Ils vont te Ouais, dire que c'est ouais, un bon ouais, prix. ouais. Tu vois. Mais sinon, ouais, c'est assez simple de s'installer. Tout est fait tout simplement. Tout se passe super vite. Tout se passe directement sur WhatsApp. Tu peux tout faire Ok, sur ouais, WhatsApp et directement, tous tout les c'est... contacts. Ah, moi, franchement, je me suis installé, j'ai eu mon appartement, j'ai retranscrit mon permis, j'ai eu ma carte d'identité, je pense en 2 semaines. Magnifique. 2 semaines et tout s'est fait sur WhatsApp super vite. Ah, c'est génial, c'est génial. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est super long les procédures pour habiter sur Non, non, Dubaï. franchement, c'est super simple. Ok, bah tu vois, Franchement, c'est c'est... super simple. Ok. Comment, du coup, justement, tu dis que c'est un peu un monde de requins où beaucoup de gens vont faire un peu la concurrence, Mhm. etc., surtout dans des business physiques, on va dire, du coup, la Ouais. location de voiture. Il y a combien de concurrents un peu dans la location de Oh, voiture? franchement, il y en a pas mal. Franchement, il y en Ouais, a vraiment pas mal parce qu'en fait, à Dubaï, il y a un système où il n'y a pas forcément besoin d'avoir ses propres véhicules pour louer. ok. Tu peux avoir une agence de location de voitures on va dire, en sous-louant des voitures à des entreprises qui vont te faire des prix B2B, c'est-à-dire des prix moins chers que ce qui est affiché sur leur catalogue. Et toi, tu les réaffiches au prix du catalogue bah, initial et Mhm. tu prends ta marge comme ça. Et en Ok. fait, vu que bah, ça se sait de plus en plus, il y a de plus en plus d'agences de location. Et du coup, il y a pas mal de concurrence, mais moi, ça va au moment où je me suis implanté, c'était 1 an avant la grande vague là, Ouais. qui est actuellement. Du coup, c'est ce qui m'a sauvé, on va dire, même au niveau du marketing et tout, j'étais à peu près le seul sur le marché. Donc, Ok. Et on va parler un peu d'investissement ouais, financier. Je pense que bah, du coup, l'argent que tu as, entre guillemets, tu le réinvestis, ouais. soit dans du business, soit dans des actifs financiers, dans de la crypto-monnaie. C'est quoi ton rapport un peu avec les crypto-monnaies? Tout à l'heure, on parlait un peu de crypto. Alors, moi, les cryptos, j'ai jamais été un grand fan. Ouais, On va dire on va dire quand j'ai de la crypto, c'est vraiment pour encaisser mes payouts. J'ai mis en stablecoin, tu vois, sur de l'USDT ou de l'USDC. ouais, Mais j'ai jamais, on va dire, eu de la chance en crypto. J'ai beaucoup eu des mauvaises expériences. Après, je pense que c'est un domaine comme un autre. Faut vraiment s'y connaître. Et du coup, je me suis pas forcément beaucoup penché sur le sujet. mhm, Mais niveau crypto, non. Au niveau invest, par contre, j'ai d'autres investissements. Moi, j'aime bien l'horlogerie, tu vois. ouais. J'aime bien les montres. J'investis pas mal dedans. Et bah, l'IMO récemment. L'immobilier aussi, ouais, Et du puis, coup, sur Dubaï ou en ouais, sur France? Dubaï. Sur Dubaï. Je pense que c'est plus, enfin, c'est plus rentable qu'en Ouais, France, ouais, certainement. c'est plus Les prix rentable qu'en sont plus France. avantageux, C'est ça, et etc. surtout qu'il y a des off-plans, c'est-à-dire que c'est
des appartements ou des maisons pas encore construites. Et du coup, tu investis sur le projet. Et théoriquement, vu que Dubaï est toujours en expansion à la remise des clés, t'as déjà fait de la marge. Ok. Et comment ça s'est passé du coup ton installation? Imaginons genre si tu peux nous raconter un peu Mhm. comment t'as tout déménagé de chez toi pour tout. Bah, en fait, en vrai, ce que j'avais à déménager de chez moi, c'était pas grand-chose. C'était mon Mac et puis tous mes habits. Et quand je suis arrivé là-bas, bah, j'ai tout mis en place. La première chose que j'ai installée dans mon appartement, c'était le setup. Ah ouais, J'ai vraiment carrément. installé le setup en premier. Et franchement, ça s'est bien passé. Ça s'est fait vite, encore une fois. Parce qu'en fait, Dubaï, tout est fait pour que ça va super vite. Les, les, les magasins même de meubles, etc., ils sont ouverts jusqu'à 4 h du matin. Ouais. En fait, il y a tout qui est fait pour que t'aies jamais le problème de te dire, ah mince, je peux pas. Ouais. C'est un Tu peu le peux. Amazon Prime C'est en ça. ville quoi. C'est en fait, tu veux quelque chose, à n'importe quelle heure, tu peux l'avoir. Incroyable. C'est C'est vraiment la c'est ça. facilité et ok, cette liberté en fait de vouloir enfin, ce qu'on désire et de l'avoir Exactement, c'est forcément. ça. Donc ok. Toi, ce qui compte vraiment pour toi, du coup, sur l'aspect business, Mhm. est-ce que tu souhaites, du coup, trader toute ta vie? Est-ce que tu souhaites potentiellement déléguer cette partie-là, soit à des gens qui sont proches de toi? Enfin, quelle est un peu ta vision sur le long terme, vraiment, dans Alors, 10-15 ans? moi, franchement, la vision sur le long terme, déjà le trading, je le fais plus déjà par passion, parce que Ouais. j'aime vraiment ce que je fais. Franchement, Mm. en fait, juste, même la première année où je me suis lancé dans le trading, ce que j'aimais bien, justement, vu qu'il n'y avait pas de financier, c'était juste avoir raison sur le marché. Ouais. C'est-à-dire que quand j'attends mes zones et je sais que le marché va réagir ici, que je rentre dessus et que le marché me donne raison, on va dire, c'est ce point de satisfaction que j'aime beaucoup. Mm. Donc, je pense pas que j'arrêterai le trading. Après, bah, dans 10-15 ans, je me vois avoir développé d'autres business, avoir agrandi, par exemple, mon agence de location de voitures, Mm. m'être lancé, pourquoi pas, pour aider d'autres personnes, justement, pour l'aspect trading, etc. Pourquoi pas m'ouvrir à ça. Et franchement, je me vois juste scaler tout ce que je fais maintenant Ok. et reproduire la même Voyager, chose. C'est ça, profiter, exactement. rencontrer. Franchement, la même chose, mais en x10, quoi. Ah, incroyable, magnifique. Tu parlais du coup de formation. Mhm. Tu souhaites par la suite justement former des jeunes qui souhaitent justement se lancer dans le monde du trading. Ouais. Ça serait quoi un peu ta formation type? Alors, moi, franchement, j'ai déjà fait des petits tests par rapport à ça. Ouais, Moi, ce que j'aime bien faire, c'est ne pas être payé avant les résultats des gens. ok. Ça, je veux souvent faire dans tout ce que je fais un système gagnant-gagnant. Mhm. Donc, moi, ce que j'élabore en ce moment, par exemple, c'est que j'accompagne les gens, je leur donne, on va dire, toute ma stratégie. Je suis en live avec eux parce que ça me change rien. Dans tous les cas, 18h30, je suis devant les graphiques, donc autant le faire avec des Oui, gens. bien sûr. Et au final, s'ils arrivent à être financés, s'ils arrivent à devenir rentables, je leur inculque ma discipline, mon plan, mon système, bah, Mhm. je prends 10% de leur payout, tu vois. Ok, Je me dis que c'est correct ouais, et que bah, derrière, si j'ai pu les rendre financés, si moi derrière, ça peut me permettre d'agrandir mon capital propre firme indirectement grâce à eux, bah, pourquoi pas le faire. Et carrément. du coup, ce serait quelque chose qui C'est vrai pourrait que être c'est une bonne intéressant. méthode et puis ça change complètement de tout ce C'est qu'on peut ça. voir actuellement sur des formations de trading où justement tu es obligé de lâcher quand même ton billet et justement après tu apprends ce genre de stratégie. Même si tu es accompagné, je pense que cette solution-là, Déjà, ça mettrait les gens en confiance ouais, de se dire déjà qu'on a un intérêt commun, tout à fait. déjà dès le début de se dire ok, on est sur un système gagnant-gagnant. Si moi je fournis ma part de travail, lui aussi il fournit sa part de Mhm. travail, ça part sur un système de collaboration. Ouais, C'est sain, ça évolue sur le long terme. Je trouve que c'est ok des deux côtés. carrément. Toi, qu'est-ce que tu pourrais dire à un trader qui justement se lance et qui voudrait justement acquérir plus de compétences, Mhm. plus de savoir-faire dans ce monde-là? Et est-ce que tu aurais des conseils à lui donner? Niveau compétences, en vrai, faut pas aller chercher la surcompétence à chaque fois. Pour moi, déjà, la recherche perpétuelle de la stratégie miracle, c'est pas possible. Elle Mhm. n'existe pas. Faut déjà aller vers une stratégie dans laquelle tu es à l'aise au niveau des horaires, Ouais. au niveau des concepts dans lesquels ils reviennent souvent. Tu sais que tu peux adopter un système de règles bien définies dessus, dans laquelle, surtout, bah, comme je t'ai dit, tu es à l'aise. Et à partir de là, faire confiance aux maths, faire confiance à la vision long terme et se lancer. Ok. Juste ne pas avoir peur que les chiffres n'arrivent pas du jour au lendemain, dans une Oui. semaine, dans un mois, mais de se dire, ok, dans un an, il y aurait une évolution par rapport à ça. Et au final, c'est l'effet boule de neige, l'effet Bien cumulé, et en fait, c'est que des maths toujours. Donc Toujours. voilà. T'es très mathématique, enfin, tu Ouais. mets souvent l'aspect maths en Ouais, avant. parce que pour moi, c'est tous les efforts qu'on fournit en trading, en tout cas, c'est
que faire confiance aux mathématiques. C'est-à-dire que je sais que si je risque, par exemple, une fois mon risque, et quand je le gagne 2 fois minimum, je sais qu'à la fin de l'année, même si théoriquement je prends que des positions au hasard, je sais qu'à la fin de l'année, mathématiquement, je suis rentable. Ouais, bien sûr. Et pareil pour le capital, je sais que même si là, je peux faire un mois en négatif, c'est pas grave. Sur le long terme, je sais, j'ai confiance à ma stratégie, j'ai confiance au fait que je vais jamais overtrade, je vais jamais prendre plus de positions que d'habitude. Je sais que jamais flanchir psychologiquement. C'est fort. Et derrière, j'ai confiance aux maths et je sais qu'à la fin de l'année, je serai rentable, quoi. Ouais. Il faut justement avoir cette vision long terme. C'est super important. Comment justement tu as acquis cette confiance en toi sur les marchés financiers et te dire, bah écoute, là je sais exactement quelle position je vais prendre. C'est difficile, je pense, pour un trader qui se lance et de se dire, bah écoute, là j'ai confiance, je vais lancer ce trade et let's go, quoi. Ouais, en fait, c'est ça toute la difficulté, on va dire, au début, c'est d'avoir confiance en ce qu'on fait. Parce que des fois, on a l'impression de faire du surplace ou de se dire, ok, mais en fait, ça se trouve, depuis le début, tout ce que je fais, c'est mauvais. Mais en fait, pour moi, tant qu'on rentre sur, là, je parle un peu technique, mais quand on rentre sur minimum 3 confirmations, quand le marché, objectivement, on arrive à avoir là, je le fais actuellement encore. J'ai une checklist à chaque fois. J'ai créé une petite page avec du code. En gros, je note à chaque fois 3 confirmations. Je les coche avant de rentrer. Je valide que je les vois sur le graphique pour rentrer en position. Comme ça, j'essaie d'être le plus objectif possible. Et je pars du principe où si j'ai mis la technique de mon côté, si j'ai mis la logique mathématique de mon côté, si j'ai mis le fait que je vais pas flancher psychologiquement, je vais pas sortir de la position trop tôt, je vais pas décaler mon stop loss quand il s'approche de mon stop parce que j'ai peur qu'il me stoppe ou de couper trop tôt parce que j'ai peur qu'il se retourne. Si tout ça, je le combine, je sais que je vais être rentable. Du coup, c'est, on va dire, cette confiance-là qui vient, on va dire, me réconforter dans le fait que dans 1 an, je serai encore là. Et justement, c'est juste ça qui me permet justement d'avoir confiance quand je vais rentrer en position, quoi. Ok, bien sûr. Mais je pense qu'au début, ça a été compliqué. Oui, bien sûr. Mais en fait, dès le début, je me suis dit... En fait, je sais pas comment l'expliquer, mais dès le début, je savais que logiquement, si ce que je fais, ça a du sens, parce que je le voyais que graphiquement, ça avait du sens. En vrai, quand tu testes une stratégie, bien sûr, pour ceux qui connaissent pas encore, mais si tu backtestes, tu vas voir quand même que si t'as un taux de réussite ou pas. Tu sais que ta stratégie marche en backtest. Qu'est-ce qui ferait qu'elle ne marchera pas sur le long terme? C'est ça, du coup, faut juste faire confiance au temps pour moi. Les gens, en fait, la plupart des gens qui abandonnent, je suis sûr qu'ils n'ont jamais tenu un journal de trading pendant plus de 5 mois. Tu vois, ils abandonnent parce qu'en fait, c'est le temps qui fait ça. En fait, ils se disent, ok, je fournis des efforts depuis 1 mois, mais il n'y a rien. Mais il ne faut pas voir sur 1 mois, il faut voir vraiment sur le long terme. C'est ça, les gens veulent beaucoup de résultats rapides et c'est justement la faute des réseaux sociaux et des vendeurs de rêves. Ils te montrent des comptes à 100 000, 200 000 euros et ils sont là, waouh, ils ont des étoiles dans les yeux, ils se disent, bah écoute, moi je vais faire comme ça. Non, il y a un processus avant. Exactement, c'est ça. Il y a toute une question psychologique, etc. On parle souvent de mindset, de préparation psychologique, etc. Est-ce que tu t'es un peu renfermé dans ce truc, je sais pas, imaginons, t'étais dans ton appartement, tu prenais une douche froide, enfin, ce genre de choses. Non, franchement, je suis jamais tombé là-dessus. Mais ouais, c'est vrai qu'il faut de la discipline, par contre. Il faut du mindset. Mais en fait, pour moi, c'est juste, faut avoir une routine, répéter les mêmes choses à chaque fois. Et derrière, ça va payer, c'est sûr, avec le temps. L'effet cumulé de Darren Hardy, tu connais un peu le livre non, je connais pas le livre. Franchement, je te le conseille, énorme. J'irai le lire alors. Ouais. Darren Hardy, l'effet cumulé. En fait, c'est le principe des 1% par jour. En fait, quoi que ce soit, en fait, si tu fais une action et ce 1% par jour, finalement, du coup, sur la longue, imaginons sur 100 jours, t'as fait 100%. Sur 365 jours, t'as fait 365%. Et en fait, c'est ça, cet effet boule de neige. Même si au début, ça va être compliqué, fais-le et en fait, lance-toi, tu vois. Et c'est là aussi où je voulais en venir. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, du coup, qui n'ose pas se lancer, qui est bloqué par des peurs limitantes, des pensées un peu obstructives, tu vois? En vrai, une personne qui veut pas se lancer, c'est que plus elle va retarder le processus du lancement, même si au début ça fait peur, parce qu'on se lance, on va dire, dans quelque chose qu'on connaît pas. On sait pas combien de temps la partie dans laquelle on n'est pas rentable va durer, mais plus elle va avoir peur de cette partie-là, moins elle va l'entamer, plus elle va perdre du temps au final. Tout à fait. Et en fait, plus la peur va s'agrandir logiquement. Donc, faut se lancer le plus tôt possible. En vrai, faut aussi identifier le paramètre risque. Généralement, on n'a vraiment rien à perdre, mis à part du temps. La plupart des gens, en vrai, ils ont peur juste du
temps et de la période où ça marche pas. Ils ont peur de perdre leur temps. Mais si on regarde par exemple leur temps d'écran sur leur téléphone, Ah, c'est c'est ça, sûr ils ont qu'ils 14 jours scrollent de TikTok. Exactement, c'est ça. Donc faut allouer du bon temps aux bonnes choses et puis ça paiera avec le temps. Faut Mm. juste avoir confiance en ça, encore une fois. Bien sûr. Et est-ce que toi, tu passes énormément de temps sur les réseaux sociaux à scroller ou des trucs comme ça? Franchement, non. Ou tu t'es mis justement cette discipline en tête? Franchement, je me suis mis cette discipline de. En fait, je le voyais au début, je perdais pas mal de temps sur les réseaux. Et c'est vraiment depuis que je suis venu à Dubaï où j'ai commencé à toucher à d'autres business, etc., qu'en fait, j'ai plus le temps, quoi. Ouais. J'ai vraiment plus le temps. Ça m'arrive de temps en temps avant de dormir, quoi. Je scrolle un peu. Ouais. Mais franchement, j'ai plus le temps. Ok, ouais. Parce qu'il y a énormément de gens, moi je côtoie des gens, ils passent 15 heures par jour Ouais. sur TikTok. Attends, on est où? Ouais, mais 15 heures par jour. Apprenez une compétence. Faites grandir votre. Enfin, je sais pas, mais tu Mais vois. après, ils tombent dans les shots de dopamine, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais ça, on pourrait en parler des heures et des heures. Tu sais, moi, je suis ultra calé sur ce sujet, etc. Est-ce que tu peux nous raconter un peu des phases où justement tu étais un peu en. Pas en bad mood, mais un peu dans cette un peu dépression ou des choses comme ça. Est-ce que tu as déjà eu ça? Bah, franchement, je l'ai déjà eu. Moi, c'était il y a peut-être 2 ans. Ouais. Il y a 2 ans, quand MyForex et tout, ils sont partis, je suis retombé, j'étais retourné, je crois, 100K ou 200K. Et en fait, je me disais, mais si ça continue comme ça, au final, je vais dans quelque chose qui est pas viable. Ouais. En fait, j'ai eu un petit moment de doute comme ça. Ouais. Et du coup, j'ai repris d'autres challenges parce que dans tous les cas, comme je t'ai dit, confiance au long terme, etc. Donc, j'ai réinvesti dans d'autres challenges. J'ai repris d'autres propres firmes qui avaient fait surface. J'ai repris des propres firmes qui, justement, étaient revenus après. Parce que généralement, quand une propre firme elle part, il y en a 5 autres qui viennent après. Ouais. Donc, j'ai réinvesti sur des challenges. Et justement, il y a ces petites voix dans ta tête quand même qui te dit, tu peux avoir du doute. En vrai, depuis tout à l'heure, on parle, mais c'est pas pour supprimer les émotions. C'est-à-dire qu'on n'est pas des personnes où on n'a pas d'émotions. Ces phases de doute, elles existent. Il faut juste les canaliser, il faut juste être cohérent et être rationnel par rapport à elles. Mais c'est vrai que pendant cette phase-là, j'ai pris un petit coup, je me suis dit, ok, bon, c'est relou, j'ai pris du temps un peu à valider ces challenges-là, j'étais un peu dans une phase compliquée, mais au final, voilà. Okay. Long terme, comme on a dit, et puis... Bien sûr, mais comment justement avoir confiance en des propres firmes sérieuses, tu vois, parce que tu me dis, ouais, il y en a une qui s'en va, il y en a 5 autres qui reviennent. Et en fait, les propres firmes, déjà, il y a une phase, c'est plus cette phase-là, parce qu'en vrai, généralement, une propre firme, elle part pas comme ça du jour au lendemain, c'est un business model qui rapporte. C'est-à-dire que la plupart des gens vont aborder le challenge propre firme pas de la bonne manière. Déjà, la moitié des clients, c'est des personnes, ils savent même pas ce que c'est. Ouais. Ils vont envoyer des positions comme ça, où ils s'ennuient au taf, ils envoient, tu vois. Donc au final, c'est un business qui est ultra rentable pour eux. Donc je pense pas que ça va s'arrêter du jour au lendemain. Juste, il y a 2 ans, il y avait eu une restriction par rapport aux propres firmes aux États-Unis. Je sais plus pourquoi, mais en gros, les citoyens américains pouvaient plus. Et il y avait certaines propres firmes qui avaient une grosse base de données de clients américains. Donc c'est pour ça qu'il y en a plein qui sont partis. Après, sinon, il y a eu MyForex Fund où c'était un cas particulier où il y a eu des tournements de fonds, etc. de la part du CEO. Mais généralement, dans la grande partie des cas, ça arrive pas. Bon, là, ça fait 2 ans que c'est pas arrivé. Tu vois, ça fait 2 ans que j'ai le même compte, je pense, à peu près. Et puis voilà. Tu traites toujours du coup sur une seule propre firme ou du coup tu as plusieurs En gros, comptes? comment ça se passe quand on a plusieurs comptes propres firmes à gérer? On utilise des connecteurs de comptes. Comme moi, par exemple, j'utilise Traders Connect. Ce que je fais, c'est que j'ai un compte maître. Je les mets en contre-maître du coup, et en dessous je mets des comptes esclaves, c'est-à-dire des comptes qui vont recopier. Donc admettons que j'ai un compte maître, je risque 0,5%, et en dessous je peux connecter plein de comptes financiers où il y en a un, je vais risquer 0,25 parce que c'est une propre firme sur laquelle j'ai vraiment envie d'être sur le long terme avec elle. D'autres je vais risquer 0,5, et en dessous, tout en dessous de ces comptes là, je connecte tous mes challenges en x2. Donc au final tu traites juste un compte et tout s'aligne. C'est magnifique. Ça, tu vois, je pense que très peu de personnes le savaient. Ouais, il y a très peu de gens qui le savent, ça. Carrément. Et du coup, justement, comment tu as connu un peu tout ça? Parce que du coup, je pense que tu as dû te former, tu as dû aller chercher un peu des ressources qui, justement, n'étaient pas sur YouTube ou sur des choses comme ça. Comment t'as... En fait, c'est beaucoup... moi, je traînais beaucoup dans les canaux de Discord des propres firmes. C'est-à-dire que je voyais des gens qui sortaient des payouts énormes, etc. Et au final, je prenais des conseils par rapport à eux. Ils me disaient, OK, Traders Connect, c'est pas mal. Pour te connecter, tu fais comme ça, etc. Généralement, c'était des Anglais. Et du coup, j'ai appris par rapport à ça. Par rapport à eux, du coup. Ok. Et ton ressenti, du coup, tu veux potentiellement seulement rester sur des propres firmes ou est-ce que par la suite, ça te viendrait peut-être à l'idée de te faire un petit compte perso en réel et pouvoir... Moi, en tout cas, comment je vois ça, c'est que tant que les propres firmes, elles existent, tant cet effet de levier-là existe, parce qu'en vrai, quand on achète un compte à 100K, on dépose 500.
on se retrouve avec un compte à 100K, on peut perdre 10% maximum. Donc c'est comme si on avait 10 000 $, tu vois, entre les mains. On a fait un x20 entre les deux juste grâce à nos compétences. C'est-à-dire que le x20 égale nos compétences. Donc tant que cet effet de levier-là existe et que j'ai les compétences pour le valider, je vais pas me tourner vers un broker pour déposer mon argent. Tant que ça existe. Après, si un jour, dans 10 ans, par exemple, il n'y a plus de propre firme, ok, là, à ce moment-là, le trading, ça me manquera, je vais redéposer. Ok, bien sûr, ouais. Et toi, t'as pas de compte réel, on va dire. Toi, tu fais que sur des propres firmes. Uniquement propre firme. Ah ouais, j'ai discuté avec plusieurs personnes et tout, et qui, eux, justement, dénigraient un peu ce genre de façon de faire, etc. Parce que, justement, les propres firmes, bah, c'était potentiellement pas fiable, ou enfin, plein de... Ouais, mais dans tous les cas, on va dire, tant que les propres firmes marchent, tu vois, tant que j'ai mes payouts par rapport à ça, je me dis pourquoi aller risquer mon capital, pourquoi aller utiliser mon capital, je peux l'utiliser pour autre chose. Ouais, tout à fait. Et du coup, par rapport à ça, est-ce que tu aurais quelques conseils à donner vraiment précisément pour des gens qui s'aventurent dans le trading? Bah déjà, dans un premier temps, le plus important, c'est de trier l'information, aller toujours vers le discours qui est cohérent et pas vers le discours qui nous fait plaisir. C'est-à-dire quand on a quelqu'un qui nous dit « Ok, viens rejoindre mon groupe, t'inquiète, tu vas faire un x2 sur ton investissement, c'est trop beau pour être vrai. » Donc ça, on élimine. Par contre, on va vers la personne qui va te dire « Ok, il y a un chemin que tu peux emprunter, il est viable, par contre, il prend du temps, faut te former sur ci, ça. » Là, c'est cohérent, on peut y aller potentiellement. Après, comme je l'ai dit, comme je l'ai répété tout le long du podcast, on a pas mal parlé. Toujours adopter une vision long terme, pas se dire je commence aujourd'hui, dans un mois j'aurai forcément des résultats. Et après, la dernière, c'est du coup d'avoir confiance en toi. C'est la confiance en soi, c'est quelque chose qui est très difficile à acquérir. C'est ça. Parce que ça passe par la connaissance de soi, comment tu vas réagir devant les marchés financiers en cas de baisse, comment tu vas réagir également en cas de hausse, parce que on est un peu dans la folie du trader, on a envie de waouh, let's go, et tu sais, t'as pu regarder le film Le Loup de Wall Street, ils sont là, waouh, let's go et tout. Alors que en vrai, c'est quelque chose qui demande beaucoup de patience, je pense. Le trading, c'est un travail de patience. Beaucoup de remise en question, de prendre sur soi, d'appliquer toujours le plan, même si des fois ça nous démange. Mais c'est vraiment ça, je pense. C'est les 3 conseils: trier l'information, aller au plus cohérent, faire confiance à la vision long terme et avoir confiance en soi. Excellent. Bon, écoute, c'était un échange vraiment très qualitatif. Tu nous as apporté vraiment des conseils tel un expert dans ton domaine qui est le trading. Ça fait plusieurs années du coup que tu fais ça. Et ça va continuer, tu vas réinvestir sur toi, réinvestir ton patrimoine, etc. Et c'est ça qui est super beau. Et c'est un métier, entre guillemets, scalable dans tous les cas. C'est un métier où tu peux vraiment aller viser plus haut à chaque fois et faire d'énormes gains. Je pense que les gens vont vraiment prendre conscience de la puissance des propres firmes. On en a beaucoup parlé, de la puissance que ça peut engendrer du coup par rapport au capital. Et justement, pour pas que les gens crament leur compte bêtement, leur compte personnel et leur argent. Du coup, imaginons quelqu'un qui se lance avec 500 €, il va potentiellement plus vite le cramer que s'il achète un compte à 100 € et qui va pouvoir justement améliorer ce compte. Merci beaucoup, Raoul. Avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir partagé un peu ton expérience, ta vision, ta psychologie concernant le trading, concernant l'investissement. Je pense honnêtement que les gens vont vraiment se reconnaître un peu dans ce qu'on a échangé. Si vous voulez, tous ces réseaux sont dans la description. Je sais qu'il a fait pas mal de petites vidéos sur YouTube explicatives justement, où est-ce qu'il donne pas mal de conseils, un peu sa vision, etc., mais plus personnalisé. C'est vrai que là en podcast, on en discute très vaguement, mais donc n'hésitez surtout pas à aller voir sa chaîne YouTube, son compte Instagram aussi. Il fait un peu de lifestyle et également il explique un peu comment tout fonctionne. Il montre également tous ces challenges confirmés, propre firme. Il montre également que tout est possible et que tout est réalisable et que c'est le jeu de la vie finalement. Merci beaucoup Raouf, merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça et vraiment au plaisir de te revoir sur ce podcast. Avec plaisir.